Infection à streptocoque. Un sujet fondamental, car ces bactéries gram-positives sont responsables d'un éventail impressionnant de pathologies. Des angines aux infections cutanées, mais surtout, n'oublions pas leurs complications potentiellement graves comme le rhumatisme articulaire aigu ou la glomérulonéphrite. Comprendre les streptocoques, c'est maîtriser une part essentielle de l'infectiologie. Nous allons explorer ensemble leur diversité, leurs facteurs de virulence et les stratégies clés pour les prendre en charge efficacement. Le genre Streptococcus, très diversifié, est caractérisé par de nombreuses espèces. Sa classification repose sur 18 sérogroupes définis par les antigènes de parois polysaccharidiques, nommés par les lettres AH, T et K. Les streptocoques dépourvus de ces polysaccharides sont considérés non groupables. Retenez surtout qu'il s'agit de cocci gram-positifs, typiquement groupés en chaînettes, et dotés d'une culture aérobie-anaérobie facultative. Épidémiologie. Ces germes sont partout, ubiquitaires, et vivent souvent en commensaux chez l'homme sans problème. Les infections qu'ils causent sont très fréquentes, mais leur gravité varie énormément selon le sous-groupe, un point crucial. De plus, elles surviennent principalement en hiver, et fait intéressant, sont absentes chez les jeunes enfants de moins de 2 ans. Une caractéristique essentielle à retenir. Physiopathologie. 2 grands axes expliquent comment une maladie se développe. Premièrement, nous avons les germes virulents. Ces agents peuvent provoquer des infections très localisées, puis progresser vers une bactériémie ou septicémie, une infection généralisée du sang, souvent accompagnée d'une libération de toxines redoutables. Face à cette menace, le corps met en place, deuxièmement, des réactions immunologiques. C'est l'équilibre ou le déséquilibre entre l'agression microbienne et la défense de l'hôte qui définit la physiopathologie. Infection suppurative, un sujet clé. Nous distinguons d'abord les infections localisées, dont l'impact reste circonscrit, angine, scarlatine, érysipèle, ou une fascite. Elles sont souvent bien identifiables. En revanche, les infections généralisées sont beaucoup plus sérieuses car elles se propagent dans l'organisme entier. Ici, nous parlons des bactériémies, communément appelées septicémies, et des endocardites. Comprendre cette distinction est essentiel pour le diagnostic et la prise en charge clinique. Infection non suppurative, concentrons-nous sur le rhumatisme articulaire aigu. Également appelé maladie de Bouillot, c'est une séquelle post-streptococcique redoutable. Ce qui est fondamental, c'est son épidémiologie, rare aujourd'hui dans nos pays développés, grâce aux antibiotiques. Mais attention, elle demeure très fréquente, voire endémique, dans les pays en voie de développement. C'est une disparité sanitaire majeure, un point essentiel à retenir pour comprendre les enjeux globaux. Aujourd'hui, nous explorons l'anatomie normale du pharynx. Regardez bien cette vue antérieure, elle est essentielle. Nous identifions clairement la luette, suspendue au centre, juste au-dessus du fond de la gorge. Le voile du palais forme la partie arrière du toit de la bouche, et de part et d'autre, vous distinguez les amygdales. Ces structures, en état normal, sont des acteurs majeurs de notre respiration et déglutition, formant le carrefour vital de nos voies aérodigestives. Angine, c'est l'infection streptococcique la plus fréquente, représentant 25 à 40% des angines chez l'enfant. Cliniquement, retenez le début brutal, la fièvre, la douleur pharyngée, et à l'examen, une gorge et des amygdales rouges. Le diagnostic est clinique avec des tests rapides. L'évolution est favorable sous pénicilline Péros, mais n'oubliez jamais le risque de complications précoces ou tardives, notamment le redoutable ERA et la glomérulonéphrite. Angine. Sur cette image typique, vous observez une inflammation aiguë des amygdales. Elles sont gonflées, très rouges, et couvertes de ces dépôts blanchâtres à jaunâtres, appelés exsudats purulents. C'est l'image classique d'une angine bactérienne, souvent streptococcique. Pensez à la douleur intense, la fièvre et la difficulté à déglutir que cela entraîne pour le patient. Une prise en charge rapide est essentielle. Scarlatine, une toxi-infection causée par la toxine érythrogène du streptocoque A. C'est une infection rare aujourd'hui. Cliniquement, après 2 à 3 jours d'incubation, on observe une fièvre élevée, des douleurs pharyngées, puis l'éruption cutanée caractéristique et des modifications de la langue. Le diagnostic est purement clinique et l'évolution est généralement favorable sous traitement. La pénicilline par voie orale est le traitement de choix. Soyez juste attentif aux complications possibles, précoces ou tardives. Scarlatine. Cette diapositive illustre parfaitement l'éruption cutanée caractéristique de la scarlatine, une infection bactérienne due au streptocoque. Observez cette rougeur diffuse,
ces petites papules conférant une texture de papier de verre à la peau, particulièrement visible sur les bras et les jambes. Le rash est généralisé mais épargne souvent la région périorale. C'est un diagnostic clinique essentiel, nécessitant une antibiothérapie rapide pour prévenir les complications graves. Une présentation typique à connaître absolument. Scarlatine. Regardez attentivement cette langue, c'est la fameuse langue framboisée, un signe clinique emblématique de cette infection bactérienne due à Streptococcus pyogenes. Initialement, une couche blanche recouvre la langue, mais elle desquame rapidement, révélant alors une surface rouge vif, parsemée de papilles gustatives hypertrophiées, comme vous le voyez ici. C'est un indice diagnostique majeur, particulièrement chez l'enfant. Ne le manquez jamais. Dermohypodermite localisée, l'érysipèle est favorisé par la stase ou une porte d'entrée, souvent à la jambe ou au visage, chez les diabétiques ou immunodéprimés. Cliniquement, attendez-vous à de la fièvre, une jambe rouge, luisante, sans bourrelet, ou un visage érythémateux en aile de papillon. Le diagnostic est clinique. Le traitement clé est la pénicilline 4, mais restez vigilant pour les complications graves comme la fascite nécrosante et les récidives. Érysipèle est une infection cutanée bactérienne aiguë, souvent spectaculaire au visage. Observez les signes clés, une zone rouge vif, enflée, chaude, avec des bords nettement délimités, comme vous le voyez ici chez l'enfant et l'adulte. C'est typiquement asymétrique et surtout, extrêmement douloureux. Une reconnaissance rapide et un traitement antibiotique sont essentiels. Érysipèle, une infection bactérienne aiguë du derme superficiel, vous la voyez ici magnifiquement illustrée. Observez cette plaque érythémateuse, intensément rouge, édémateuse, avec ses bords très nets et parfois surélevés. C'est typiquement localisé aux membres inférieurs ou au visage, comme ici, et sa prise en charge rapide est cruciale pour prévenir des complications. Retenez bien ce tableau clinique. Érysipèle. Regardez bien cette forme bulleuse. C'est un érysipèle, une infection bactérienne aiguë de la peau. On voit cette rougeur intense, chaude et douloureuse, avec des limites nettes, et surtout ces cloques impressionnantes, remplies de liquide, qui marquent une atteinte plus profonde. C'est une urgence, car sans traitement rapide, les complications peuvent être très sérieuses. Un diagnostic et une prise en charge immédiate sont cruciaux. Érysipèle, une infection bactérienne aiguë de la peau et des tissus sous-cutanés. Sur cette image, nous observons une forme particulièrement sévère et compliquée. Le pied présente un érythème intense, un édème marqué, et surtout, de larges bulles et ulcérations nécrotiques. Cette présentation, dite nécrosante ou bulleuse, est grave et nécessite une prise en charge urgente, soulignant l'importance d'un diagnostic et traitement rapide pour éviter de telles complications profondes, notamment chez les patients fragiles. Fascite nécrosante, une urgence médico-chirurgicale absolue. Regardez cette lésion cutanée, vaste et rapidement évolutive, avec ses teintes violacées profondes et des zones de nécrose centrale. Elle trahit une infection bactérienne fulminante qui détruit les tissus mous sous-cutanés. Sans débridement chirurgical immédiat et des antibiotiques massifs, le pronostic est sombre. C'est une pathologie agressive, où chaque minute compte pour sauver le membre et la vie du patient. Fascite nécrosante, une urgence médico-chirurgicale absolue. Cette image très parlante montre l'étendue de la destruction tissulaire causée par cette infection bactérienne fulminante des fascias. Voyez les zones de nécrose, l'érythème intense et l'inflammation. Le diagnostic et surtout le débridement chirurgical immédiat, associé à une antibiothérapie à large spectre, sont vitaux. Une prise en charge rapide est essentielle pour limiter les dégâts et sauver la vie du patient. Fascite nécrosante, mes chers étudiants. Cette image illustre parfaitement la gravité de cette infection bactérienne fulminante des tissus mous. Vous voyez cette lésion profonde et étendue sur la cuisse? Elle témoigne d'une nécrose rapide qui s'étend au-delà de la peau, atteignant le fascia et parfois même les muscles. C'est une urgence chirurgicale absolue, exigeant un débridement agressif et précoce pour stopper la progression et sauver le membre, voire la vie du patient. Une prise en charge immédiate est cruciale. Bactériémie, ou septicémie, sont des infections fréquentes et potentiellement très graves. Face à une bactériémie, craignez toujours une endocardite. Cliniquement, nous sommes souvent devant un sepsis sévère. Le diagnostic clé repose sur les hémocultures et l'identification rapide de la porte d'entrée. Avec un traitement précoce, à base d'antibiotiques 4 en association, l'évolution est habituellement favorable. Cependant, n'oubliez jamais la complication redoutable, le choc septique. L'endocardite, c'est avant tout l'implantation d'un agent pathogène sur l'endocarde. Cliniquement,
Elle se manifeste par des formes subaiguës comme la maladie d'Osler, ou des formes aiguës. Le diagnostic clé repose sur les hémocultures et l'échographie cardiaque. Bien que l'évolution soit variable, le traitement est toujours un antibiotique 4 prolongé. N'oubliez jamais la complication majeure, l'insuffisance cardiaque. Rhumatisme articulaire aigu, un sujet crucial. En physiopathologie, retenez que c'est une affection post-streptococcique, déclenchée par des réactions immunologiques. Le système immunitaire réagit à une infection passée. Quant à l'épidémiologie, elle concerne majoritairement les enfants entre 5 et 15 ans, une tranche d'âge à surveiller particulièrement. Soyons vigilants pour un diagnostic précoce et une prise en charge efficace. Rhumatisme articulaire aigu, les manifestations cliniques débutent classiquement par une angine streptococcique, le déclencheur initial. Après cette infection, une phase de latence s'installe, d'une durée typique de 10 à 20 jours, avant que n'apparaissent les véritables manifestations inflammatoires. Ces dernières sont le cœur de la maladie et nécessitent une attention particulière pour une prise en charge rapide. Le rhumatisme articulaire aigu se manifeste par des signes inflammatoires clairs. Ces atteintes inflammatoires peuvent cibler le cœur, provoquant des complications cardiaques potentiellement graves. Elles affectent également et de manière évidente les articulations, mais n'oubliez pas qu'elles peuvent se traduire par d'autres manifestations systémiques. La reconnaissance précoce de ces manifestations est essentielle pour prévenir des séquelles parfois irréversibles. Soyez vigilants. Rhumatisme articulaire aigu, son diagnostic, souvent délicat, requiert des investigations approfondies comme les examens biologiques, les prélèvements de gorgée, bien sûr, la sérologie. Côté traitement, la stratégie repose sur l'association d'une corticothérapie et d'un traitement par pénicilline. Mais ne l'oublions jamais, la prévention des rechutes est primordiale. Une prophylaxie prolongée à la pénicilline est indispensable. Enfin, n'omettez pas l'importance des soins dentaires réguliers dans cette prise en charge globale. Complications de cette maladie sont précoces comme la défaillance cardiaque, mais surtout tardives avec les lésions valvulaires et le risque d'endocardite, qui peuvent laisser des séquelles irréversibles. La bonne nouvelle, c'est qu'une prophylaxie existe, un traitement adapté des angines par antibiotiques est crucial pour prévenir tout ça. Soyons vigilants. Votre attention a été très appréciée, je vous remercie chaleureusement pour votre présence et l'intérêt que vous avez manifesté aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette présentation vous a offert des perspectives nouvelles et des pistes de réflexion stimulantes. Ce fut un réel plaisir de partager ces idées avec vous. Je suis maintenant à votre entière disposition pour toutes vos questions et pour échanger plus en détail sur les points qui vous ont le plus interpellé. Merci encore à toutes et à tous.